Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir de Télé Libre. Et nous commençons par la situation au Liban Sud. Une frappe de drone israélienne a coûté la vie à une personne dans la localité d'Otaïbé, district de Marjerioun. La victime, Adnan Mansour, propriétaire d'un magasin de pneus, se trouvait dans son commerce lorsque le missile a frappé. Le magasin a pris feu et un véhicule stationné à proximité a été endommagé. L'armée israélienne a affirmé pour sa part avoir ciblé un commandant d'artillerie du Hezbollah. Le président du Parlement, Nabih Berri, à l'issue de son entretien avec le président de la République, Joseph Aoun, a affirmé que les discussions avec l'émissaire américaine Morgan Ortagus ont été positives. Il a également déclaré « Je ne l'ai pas entendu appeler à la normalisation avec Israël ». Même les responsables israéliens eux-mêmes n'ont pas évoqué ce sujet, a-t-il ajouté. Le chef de la Chambre a tenu à souligner que ce que nous avons entendu de Morgan Ortagus diffère des analyses selon lesquelles elle venait dans un esprit d'intimidation et de menace. Le chef de l'État français Emmanuel Macron est arrivé en Égypte pour une visite officielle de 48 heures centrée sur la guerre à Gaza et les efforts diplomatiques pour un cessez-le-feu durable. Au cours d'une conférence de presse conjointe au Caire avec son homologue égyptien, le président Macron a affirmé son attachement à la souveraineté et à la stabilité du Liban, qui doit retrouver l'intégralité de son territoire et son opposition au déplacement de population et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Nous sommes attachés à la souveraineté du Liban et à sa stabilité. Là aussi, le cessez-le-feu doit être respecté et le Liban pleinement recouvrer sa souveraineté pour que les forces armées libanaises, aidées par le mécanisme de suivi et par les Nations Unies et la FINUL, puissent assurer la sécurité sur son sol et la lutte contre tous les mouvements terroristes. Il a aussi souligné que le Hamas ne doit avoir aucune part dans la gouvernance de Gaza après la guerre. Le Hamas ne doit avoir aucune part à cette gouvernance, ne doit plus constituer une menace pour Israël. Nous en avons parlé encore ce matin et hier soir avec le président et nous aurons l'occasion dans un instant d'être rejoints par le roi de Jordanie pour évoquer plus longuement ce sujet essentiel pour toute la région et au-delà. Dès son arrivée au Caire, Emmanuel Macron a retrouvé le président Abdel Fattah el-Sisi pour un dîner informel dans le souk historique de Khan el-Khalili. Une séquence symbolique avant une série de discussions politiques de haut niveau. Un sommet trilatéral a réuni les deux hommes avec le roi Abdallah II de Jordanie pour coordonner l'aide humanitaire à Gaza et appeler à la libération des otages et à la réouverture des points de passage. Mardi, le chef de l'État français se rendra à El Arish, porte d'entrée de l'aide vers Gaza. Il va y réaffirmer l'engagement de la France pour une solution politique durable fondée sur la création de deux États. Une visite placée sous le signe de la diplomatie humanitaire, mais aussi de la coopération stratégique entre Paris et le Caire. Dans les territoires palestiniens, silence et fermeture totale en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les Palestiniens ont répondu massivement à un appel à la grève générale, marquant les 18 mois de la guerre à Gaza. À Bethléem, Ramallah ou Jérusalem-Est, commerces, écoles et bâtiments publics sont restés clos. Une mobilisation rare, soutenue par une coalition regroupant le Fatah et le Hamas, qui appelle à mettre fin au génocide en cours selon ses mots. Pour les organisateurs, la grève traduit une colère généralisée face aux violences qui ne touchent plus seulement Gaza, mais l'ensemble des territoires palestiniens. Depuis le 7 octobre 2023, la situation s'est embrasée. 918 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, selon l'autorité palestinienne, un lourd bilan marqué par la multiplication des raids israéliens et des attaques des colons. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé à Washington pour une rencontre stratégique avec Donald Trump. 3 dossiers brûlants au menu, les droits de douane, la guerre à Gaza et le nucléaire iranien. Netanyahou cherche à convaincre Trump d'exempter Israël des nouvelles taxes douanières américaines. Depuis samedi, une taxe de 17% frappe les produits israéliens exportés vers les États-Unis.
Une décision que Jérusalem juge injuste malgré les gestes d'ouverture récents envers les importations américaines. Le chef du gouvernement israélien évoquerait également la guerre à Gaza, où plus de 1300 morts sont à déplorer depuis la reprise de l'offensive le 18 mars. 58 otages israéliens seraient encore retenus selon l'armée israélienne. Autre sujet sensible, le programme nucléaire iranien. Trump menace de frapper militairement l'Iran si les négociations échouent. Téhéran refuse tout dialogue direct, préférant des discussions indirectes qu'elle qualifie de responsables. Nouvelle journée noire sur les marchés asiatiques et européens. Tokyo, Singapour, Séoul, Taïwan et Sydney s'effondrent. Jusqu'à 10% de baisse dans un vent de panique déclenché par l'inflexibilité du président américain Donald Trump sur les nouveaux droits de douane punitifs. L'offensive douanière de Trump fait aussi plonger les principales places boursières du vieux continent. Depuis samedi, une taxe universelle de 10% s'applique à toutes les importations vers les États-Unis. Elle grimpera dès mercredi à 20% pour l'Union européenne, à 34% pour la Chine et à 17% pour Israël. La riposte chinoise ne s'est pas fait attendre. L'Europe se réunit en urgence à Luxembourg pour coordonner sa réponse. À Paris, le CAC 40 s'effondre de près de 6% dès l'ouverture. Même scénario à Francfort où le DAX perd plus de 10% avant de se stabiliser autour de moins 6,5%. À Londres, la baisse dépasse les 4,7% et plus de 6% à Milan, Zurich et Amsterdam. De son côté, le Vietnam demande un délai de 45 jours avant l'entrée en vigueur des taxes à 46%. À Washington, l'administration Trump minimise l'impact malgré les risques d'inflation et de ralentissement mondial. Peter Navarro, conseiller au commerce du milliardaire républicain, appelle à ne pas paniquer, tandis que le principal conseiller économique de la Maison-Blanche, Kevin Hassett, estime que les consommateurs ne verront pas de changement majeur. Une guerre commerciale qui secoue l'ordre économique mondial et qui pourrait redéfinir durablement les règles du jeu. Au cœur des montagnes du Gilgit-Baltistan, dans le nord du Pakistan, les habitants affrontent un paradoxe glaçant, des neiges éternelles mais une pénurie d'eau chronique. Avec la fonte des glaciers limitée à l'été et des chutes de neige en déclin, l'eau se fait rare pour les agriculteurs de la vallée de Skardu, perchée à 2600 mètres d'altitude. La solution? Les stupas de glace, ces tours glacées inspirées d'une idée venue d'Inde, découverte sur YouTube. En hiver, les villageois y canalisent de l'eau, la propulsent dans l'air gelé. Elles forment de grandes colonnes de glace, stockant jusqu'à 20 millions de litres d'eau. Résultat, plus de 20 villages utilisent désormais cette méthode. Les récoltes sont sauvées et certains plantent désormais 2 à 3 fois par an contre une seule auparavant. Mais les scientifiques mettent en garde, la température au Pakistan augmente 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Même les glaciers de Karakoram, réputés résistants, pourraient céder. Entre résilience locale et alerte climatique mondiale, les stupas de glace sont un espoir éphémère mais inspirant. Plongée explosive dans un univers rétro-fantasmé, Paradisco bouscule les codes du théâtre musical. Entre tubes des années 80 révisitissés et confection intime et éclats de rire, cette création libanaise invite à une fête aussi bouleversante qu'inattendue. Et si le vrai spectacle, c'était nos propres contradictions? Dès l'ouverture, le décor vous embarque dans une explosion visuelle de couleurs et de paillettes, tout droit sorti des années 80. Et lorsque la musique est lancée par un lutin furtif, presque maladroit, c'est toute la pièce qui s'enclenche dans une spirale entre réel et imaginaire. Amir, Albert, Yasmine, Ziad, Carla, Angèle et Andrew. Des personnages hauts en couleur, tous perdus dans un lieu indéfini, mais rassemblés par une même quête. Comprendre ce qu'ils fuient, ce qu'ils espèrent et ce qu'ils aiment. Chaque personnage a son solo, ses mots chantés ou criés, sur fond de tubes des années 80 revisités façon libanaise. Une performance qui fait rire, frissonner et parfois pleurer. La mise en scène audacieuse joue avec le rythme. Un enchaînement de scènes surprenantes entre rêves collectifs et confessions intimes.
Et alors qu'on croit avoir saisi le fil, eh bien, tout bascule. Jusqu'au dénouement aussi imprévisible qu'intense. C'est incroyable, on rit, on pleure, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Un miroir de nos rêves, de nos peurs, une vraie claque émotionnelle, affirment les spectateurs. Paradisco ne se contente pas de divertir, c'est une pièce qui interroge. Un miroir déformant et poétique de nos propres vies, saupoudrées de disco et d'humanité. Et vous, êtes-vous prêt à rejoindre la fête ou à rester figé dans une époque qui ne reviendra peut-être jamais? Et c'est ainsi que se termine ce journal. Excellente fin de soirée et à très bientôt.